Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Nous poursuivons ce soir la lecture d'Albertine disparue de Marcel Proust. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag VBN tout au long de la lecture. C'est alors qu'elle laisse Œnone, qui n'est que le nom de la pire partie d'elle-même, calomnier Hippolyte sans se charger du soin de la défendre, et envoie ainsi celui qui ne veut pas d'elle à un destin dont les calamités ne la consolent d'ailleurs nullement elle-même, puisque sa mort volontaire suit de près la mort d'Hippolyte. C'est du moins ainsi, en réduisant la part de tous les scrupules jansénistes, comme eût dit Bergotte, que Racine a donné à Phèdre pour la faire paraître moins coupable, que m'apparaissait cette scène, sorte de prophétie des épisodes amoureux de ma propre existence. Ces réflexions n'avaient d'ailleurs rien changé pour ma détermination, et je rendis ma lettre à Françoise pour qu'elle la mît enfin à la poste, et avoir fait auprès d'Albertine cette tentative qui ne me paraissait indispensable depuis que j'avais appris qu'elle ne s'était pas effectuée. Et sans doute nous avons tort de croire que l'accomplissement de notre désir soit peu de chose, puisque dès que nous croyons qu'il peut ne pas l'être, nous y tenons de nouveau, et ne trouvons qu'il ne valait pas la peine de le poursuivre que quand nous sommes bien sûrs de ne le manquer pas. Et pourtant on a raison aussi, car si cet accomplissement, si le bonheur ne paraissait petit que par la certitude, cependant ils sont quelque chose d'instable d'où ne peuvent sortir que des chagrins. Et les chagrins seront d'autant plus forts que le désir aura été plus complètement accompli, plus impossible à supporter que le bonheur aura été, contre la loi de nature, quelque temps prolongé, qu'il aura reçu la consécration de l'habitude. Dans un autre sens aussi, les deux tendances, dans l'espèce celle qui me faisait tenir à ce que ma lettre partît, et quand je la croyais partie à le regretter, ont l'une et l'autre en elles leur vérité. Pour la première, il est trop compréhensible que nous courions après notre bonheur ou notre malheur, et qu'en même temps nous souhaitions de placer devant nous, par cette action nouvelle qui va commencer à dérouler ses conséquences, une attente qui ne nous laisse pas dans le désespoir absolu, en un mot que nous cherchions à faire passer par d'autres formes, que nous nous imaginons devoir nous être moins cruels, le mal dont nous souffrons. Mais l'autre tendance n'est pas moins importante, car née de la croyance au succès de notre entreprise, elle est tout simplement le commencement anticipé de la désillusion que nous éprouverions bientôt en présence de la satisfaction du désir, le regret d'avoir bientôt fixé en nous, aux dépens des autres qui se trouvent exclus, cette forme de bonheur. Dès que ma lettre fut partie, je conçus de nouveau le retour d'Albertine comme imminent. Il ne laissait pas de mettre dans ma pensée de gracieuses images qui neutralisaient bien un peu par leur douceur les dangers que je voyais à ce retour. La douceur perdue depuis si longtemps de l'avoir auprès de moi m'enivrait. Je ne dis pas que l'oubli commençait à faire son œuvre. Mais un des effets de l'oubli était précisément de faire que beaucoup des aspects déplaisants d'Albertine, des heures ennuyeuses que je passais avec elle, ne se représentaient plus à ma mémoire, cessaient donc d'être des motifs à désirer qu'elle ne fût plus là comme je le souhaitais quand elle y était encore, pour me donner d'elle une image sommaire, embellie de tout ce que j'avais éprouvé d'amour pour d'autres. Sous cette forme particulière, l'oubli, qui pourtant travaillait à m'habituer à la séparation, me faisait, en me montrant Albertine plus douce, plus belle, souhaiter davantage son retour. Depuis qu'Albertine était partie, bien souvent, quand il me semblait qu'on ne pouvait pas voir que j'avais pleuré, je sonnais Françoise et lui disais « Il faudra voir si mademoiselle Albertine n'a rien oublié. Pensez à faire sa chambre pour qu'elle soit bien en état quand elle viendra. » Ou simplement « Justement, l'autre jour, mademoiselle Albertine me disait « Tenez justement la veille de son départ. » Je voulais diminuer chez Françoise le détestable plaisir que lui causait le départ d'Albertine, en lui faisant entrevoir qu'il serait court. Je voulais aussi montrer à Françoise que je ne craignais pas de parler de ce départ, le montrer,
comme font certains généraux qui appellent des reculs forcés une retraite stratégique et conforme à un plan préparé. Comme voulu, comme constituant un épisode dont je cachais momentanément la vraie signification, nullement comme la fin de mon amitié avec Albertine. En la nommant sans cesse, je voulais enfin faire entrer, comme un peu d'air, quelque chose d'elle dans cette chambre où son départ avait fait le vide et où je ne respirais plus. Puis on cherche à diminuer les proportions de sa douleur en la faisant entrer dans le langage parlé, entre la commande d'un costume et des ordres pour le dîner. En faisant la chambre d'Albertine, Françoise, curieuse, ouvrit le tiroir d'une petite table en bois de rose où mon amie mettait les objets intimes qu'elle ne gardait pas pour dormir. « Oh, monsieur, mademoiselle Albertine a oublié de prendre ses bagues. Elles sont restées dans le tiroir. » Mon premier mouvement fut de dire « Il faut les lui renvoyer. » Mais cela avait l'air de ne pas être certain qu'elle reviendrait. « Bien, répondis-je, après un instant de silence. Cela ne vaut guère la peine pour le peu de temps qu'elle doit être absente. Donnez-les-moi, je verrai. » Françoise me les remit avec une certaine méfiance. Elle détestait Albertine, mais me jugeant d'après elle-même, elle se figurait qu'on ne pouvait me remettre une lettre écrite par mon amie sans craindre que je l'ouvrisse. Je pris les bagues. « Que monsieur y fasse attention de ne pas les perdre, dit Françoise. On peut dire qu'elles sont belles. Je ne sais pas qui les lui a données, si c'est monsieur ou un autre, mais je sais bien que c'est quelqu'un de riche et qui a du goût. » « Ce n'est pas moi, répondis-je à Françoise. Et d'ailleurs, ce n'est pas de la même personne que viennent les deux. L'une lui a été donnée par sa tante, et elle a acheté l'autre. « Pas de la même personne » s'écria Françoise. « Monsieur veut rire, elles sont pareilles, sauf le rubis qu'on a ajouté sur l'une. Il y a le même aigle sur les deux, les mêmes initiales à l'intérieur. » Je ne sais pas si Françoise sentait le mal qu'elle me faisait, mais elle commença à ébaucher un sourire qui ne quitta plus ses lèvres. « Comment, le même aigle ? Vous êtes folle. Sur celle qui n'a pas de rubis, il y a bien un aigle, mais sur l'autre, c'est une espèce de tête d'homme qui est ciselée. » « Une tête d'homme ? Où monsieur a vu ça ? Rien qu'avec mes lorgnons, j'ai tout de suite vu que c'était une des ailes de l'aigle. Que monsieur prenne sa loupe, il verra bien l'autre aile sur l'autre côté, la tête et le bec au milieu. On voit chaque plume. Ah, c'est un beau travail. » L'anxieux besoin de savoir si Albertine m'avait menti me fit oublier que j'aurais dû garder quelque dignité envers Françoise et lui refuser le plaisir méchant qu'elle avait, sinon à me torturer, du moins à nuire à mon amie. Je haletais tandis que Françoise allait chercher ma loupe. Je la pris. Je demandai à Françoise de me montrer l'aigle sur la bague au rubis. Elle n'eut pas de peine à me faire reconnaître les ailes, stylisées de la même façon que dans l'autre bague, le relief de chaque plume, la tête. Elle me fit remarquer aussi des inscriptions semblables, auxquelles, il est vrai, d'autres étaient jointes dans la bague au rubis. Et à l'intérieur des deux, le chiffre d'Albertine. Mais comme cela m'étonne que monsieur ait eu besoin de tout cela pour voir que c'était la même bague, me dit Françoise. Même sans les regarder de près, on sent bien la même façon, la même manière de plisser l'or, la même forme. Rien qu'à les apercevoir, j'aurais juré qu'elles venaient du même endroit. Ça se reconnaît comme la cuisine d'une bonne cuisinière. Et en effet, à sa curiosité de domestique attisée par la haine et habituée à noter des détails avec une effrayante précision, s'était joint, pour l'aider dans cette expertise, ce goût qu'elle avait, ce même goût en effet qu'elle montrait dans la cuisine et qu'avisait peut-être, comme je m'en étais aperçue en partant pour Balbec, dans sa manière de s'habiller, sa coquetterie de femme qui a été jolie, qui a regardé les bijoux et les toilettes des autres. Je me serais trompée de boîte de médicaments et au lieu de prendre quelques cachets de Véronal un jour où je sentais que j'avais bu trop de tasses de thé, j'aurais pris autant de cachets de caféine que mon cœur n'eût pas pu battre plus violemment. Je demandai à Françoise de sortir de la chambre. J'aurais voulu voir Albertine immédiatement. À l'horreur de son mensonge, à la jalousie pour l'inconnu, s'ajoutait la douleur qu'elle se fût laissée,
ainsi faire des cadeaux. Je lui en faisais plus, il est vrai. Mais une femme que nous entretenons ne nous semble pas une femme entretenue, tant que nous ne savons pas qu'elle l'est par d'autres. Et pourtant, puisque je n'avais cessé de dépenser pour elle tant d'argent, je l'avais prise malgré cette bassesse morale. Cette bassesse, je l'avais maintenue en elle. Je l'avais peut-être accrue, peut-être créée. Puis, comme nous avons le don d'inventer des contes pour bercer notre douleur, comme nous arrivons quand nous mourrons de faim à nous persuader qu'un inconnu va nous laisser une fortune de 100 millions, j'imaginais Albertine dans mes bras, m'expliquant d'un mot que c'était à cause de la ressemblance, de la fabrication, qu'elle avait acheté l'autre bague, que c'était elle qui y avait fait mettre ses initiales. Mais cette explication était encore fragile. Elle n'avait pas encore eu le temps d'enfoncer dans mon esprit ses racines bienfaisantes et ma douleur ne pouvait être si vite apaisée. Et je songeais que tant d'hommes qui disent aux autres que leur maîtresse est bien gentille souffrent de pareilles tortures. C'est aussi qu'ils mentent aux autres et à eux-mêmes. Ils ne mentent pas tout à fait. Ils ont avec cette femme des heures vraiment douces. Mais tout ce que cette gentillesse qu'elles ont pour eux devant leurs amis et qui leur permet de se glorifier, et tout ce que cette gentillesse qu'elles ont seules avec leur amant et qui lui permet de les bénir, recouvre d'heures inconnues où l'amant a souffert, douté, fait partout d'inutiles recherches pour savoir la vérité. C'est à de telles souffrances qu'est liée la douceur d'aimer, de s'enchanter des propos les plus insignifiants d'une femme qu'on sait insignifiants, mais qu'on parfume de son odeur. En ce moment, je ne pouvais plus me délecter à respirer par le souvenir celle d'Albertine. Atterrée, les 2 bagues à la main, je regardais cet aigle impitoyable dont le bec me ténaillait le cœur, dont les ailes aux plumes en relief avaient emporté la confiance que je gardais dans mon ami, et sous les serres duquel mon esprit meurtri ne pouvait pas échapper un instant aux questions posées sans cesse relativement à cet inconnu dont l'aigle symbolisait sans doute le nom sans pourtant me le laisser lire, qu'elle avait aimé sans doute autrefois et qu'elle avait revu sans doute il n'y avait pas longtemps, puisque c'est le jour si doux, si familial de la promenade ensemble au bois que j'avais vu pour la première fois la seconde bague, celle où l'aigle avait l'air de tremper son bec dans la nappe de sang clair du rubis. Du reste, si, du matin au soir, je ne cessais de souffrir du départ d'Albertine. Cela ne signifie pas que je ne pensais qu'à elle. D'une part, son charme ayant depuis longtemps gagné de proche en proche des objets qui finissaient par en être très éloignés, mais n'étaient pas moins électrisés par la même émotion qu'elle me donnait, si quelque chose me faisait penser à Incarville, ou au ver du Rhin, ou à un nouveau rôle de Léa, un flux de souffrance venait me frapper. D'autre part, moi-même, ce que j'appelais penser à Albertine, c'était penser au moyen de la faire revenir, de la rejoindre, sans savoir ce qu'elle faisait. De sorte que si, pendant ces heures de martyre incessant, un graphique avait pu représenter les images qui accompagnaient ma souffrance, on eût aperçu celle de la gare d'Orsay, des billets de banque offerts à Madame Bontemps, de Saint-Loup penché sur le pupitre incliné d'un bureau de télégraphe où il remplissait une formule de dépêche pour moi. Jamais l'image d'Albertine. De même que, dans tout le cours de notre vie, notre égoïsme voit tout le temps devant lui les buts précieux pour notre moi, mais ne regarde jamais ce jeu lui-même qui ne cesse de les considérer. De même le désir qui dirige nos actes descend vers eux, mais ne remonte pas à soi, soit que trop utilitaire, il se précipite dans l'action et dédaigne la connaissance, soit recherche de l'avenir pour corriger les déceptions du présent, soit que la paresse de l'esprit le pousse à glisser sur la pente aisée de l'imagination, plutôt qu'à remonter la pente abrupte de l'introspection. En réalité, dans ces heures de crise où nous jouerions toute notre vie, au fur et à mesure que l'être dont elle dépend révèle mieux l'immensité de la place qu'il occupe pour nous, en ne laissant rien dans le monde qui ne soit bouleversé par lui, proportionnellement l'image de cet être décroît jusqu'à ne plus être perceptible. En toute chose, nous trouvons l'effet de sa présence par l'émotion que nous ressentons. Lui-même, lui, la cause, nous le trouvons nulle part.
Je fus pendant ces jours-là si incapable de me représenter Albertine que j'aurais presque pu croire que je ne l'aimais pas, comme ma mère, dans les mois de désespoir où elle fut incapable de se représenter jamais ma grand-mère, sauf une fois dans la rencontre fortuite d'un rêve dont elle sentit tellement le prix, quoique endormie, qu'elle s'efforça avec ce qui lui restait de force dans le sommeil de le faire durer. Aurait pu s'accuser et s'accusait en effet de ne pas regretter sa mère dont la mort la tuait, mais dont les traits se dérobaient à son souvenir. Pourquoi eussé-je cru qu'Albertine n'aimait pas les femmes ? Parce qu'elle m'avait dit, surtout les derniers temps, ne pas les aimer. Mais notre vie ne reposait-elle pas sur un perpétuel mensonge ? Jamais elle ne m'avait dit une fois « Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir librement ? Pourquoi demandez-vous aux autres ce que je fais ?» Mais c'était en effet une vie trop singulière pour qu'elle ne me l'eût pas demandé si elle n'avait pas compris pourquoi. Et à mon silence sur les causes de sa claustration, n'était-il pas compréhensible que correspondit de sa part un même et constant silence sur ses perpétuels désirs, ses souvenirs innombrables, ses innombrables désirs et espérances ? Françoise avait l'air de savoir que je mentais quand je faisais allusion au prochain retour d'Albertine. Et sa croyance semblait fondée sur un peu plus que sur cette vérité qui guidait d'habitude notre domestique, que les maîtres n'aiment pas à être humiliés vis-à-vis de leurs serviteurs et ne leur font connaître de la réalité que ce qui ne s'écarte pas trop d'une fiction flatteuse, propre à entretenir le respect. Cette fois-ci, la croyance de Françoise avait l'air fondée sur autre chose, comme si elle eût elle-même éveillé, entretenu la méfiance dans l'esprit d'Albertine, surexcité sa colère. Bref, l'eût poussée au point où elle aurait pu prédire comme inévitable le départ de mon ami. Si c'était vrai, ma version d'un départ momentané, connue et approuvée par moi, n'avait pu rencontrer qu'incrédulité chez Françoise. Mais l'idée qu'elle se faisait de la nature intéressée d'Albertine, l'exagération avec laquelle, dans sa haine, elle grossissait le profit qu'Albertine était censée tirer de moi, pouvait dans une certaine mesure faire échec à sa certitude. Aussi quand devant elle je faisais allusion, comme à une chose toute naturelle, au retour prochain d'Albertine, Françoise regardait-elle ma figure, de la même façon que, quand le maître d'hôtel pour l'ennuyer lui lisait en changeant les mots, une nouvelle politique qu'elle hésitait à croire, par exemple la fermeture des églises et la déportation des curés, Françoise, même du bout de la cuisine et sans pouvoir lire, regardait instinctivement et avidement le journal, comme si elle eût pu voir si vraiment c'était écrit, si je n'inventais pas. Mais quand elle vit qu'après avoir écrit une longue lettre, je cherchais l'adresse exacte de Madame Bontemps, cet effroi jusque-là si vague qu'Albertine revint grandie chez Françoise. Il se doubla d'une véritable consternation quand le lendemain, Françoise dut me remettre dans mon courrier une lettre sur l'enveloppe de laquelle elle avait reconnu l'écriture d'Albertine. Elle se demandait si le départ d'Albertine n'avait pas été une simple comédie, supposition qui la désolait doublement, comme assurant définitivement pour l'avenir la vie d'Albertine, à la maison, et comme constituant pour moi, en tant que j'étais le maître de Françoise, c'est-à-dire pour elle-même, l'humiliation d'avoir été jouée par Albertine. Quelque impatience que j'eusse de lire la lettre de celle-ci, je ne pus m'empêcher de considérer un instant les yeux de Françoise, d'où tous les espoirs s'étaient enfuis, en induisant de ce présage l'imminence de retour d'Albertine. Comme un amateur de sports d'hiver conclut avec joie que les froids sont proches en voyant le départ des hirondelles. Enfin Françoise partit, et quand je me fus assurée qu'elle avait refermé la porte, j'ouvris sans bruit, pour n'avoir pas l'air anxieux, la lettre que voici. Mon ami, merci de toutes les bonnes choses que vous me dites. Je suis à vos ordres pour décommander la Rolls si vous croyez que j'y puisse quelque chose. Et je le crois. Vous n'avez qu'à m'écrire le nom de votre intermédiaire. Vous vous laisseriez monter le coup par ces gens qui ne cherchent qu'une chose, c'est à vendre. Et que feriez-vous d'une auto, vous qui ne sortez jamais ? Je suis très touchée par
que vous ayez gardé un bon souvenir de notre dernière promenade. Croyez que de mon côté, je n'oublierai pas cette promenade 2 fois crépusculaire, puisque la nuit venait et que nous allions nous quitter, et qu'elle ne s'effacera de mon esprit qu'avec la nuit complète. Je sentis bien que cette dernière phrase n'était qu'une phrase et qu'Albertine n'avait pas su garder, pour jusqu'à sa mort, un si doux souvenir de cette promenade où elle n'avait certainement eu aucun plaisir, puisqu'elle était impatiente de me quitter. Mais j'admirais aussi, comme la cycliste, la golfeuse de Balbec, qui n'avait rien lu qu'Esther avant de me connaître, était douée, et combien j'avais eu raison de trouver qu'elle s'était chez moi enrichie de qualités nouvelles qui la faisaient différente et plus complète. Et ainsi la phrase que je lui avais dite à Balbec, « Je crois que mon amitié vous serait précieuse, que je suis justement la personne qui pourrait vous apporter ce qui vous manque », je lui avais mis comme dédicace sur une photographie. Avec la certitude d'être providentielle, cette phrase que je disais sans y croire et uniquement pour lui en faire trouver bénéfice à me voir et passer sur l'ennui qu'elle y pouvait trouver, cette phrase se trouvait elle aussi avoir été vraie. Comme en somme quand je lui avais dit que je ne voulais pas la voir par peur de l'aimer. J'avais dit cela parce qu'au contraire, je savais que dans la fréquentation constante, mon amour s'amortissait et que la séparation l'exaltait. Mais en réalité, la fréquentation constante avait fait naître un besoin d'elle infiniment plus fort que l'amour des premiers temps de Balbec, de sorte que cette phrase-là aussi s'en était trouvée vraie. Mais en somme, la lettre d'Albertine n'avançait en rien les choses. Elle ne me parlait que d'écrire à l'intermédiaire. Il fallait sortir de cette situation, brusquer les choses, et j'eus l'idée suivante. Je fis immédiatement porter à André une lettre où je lui disais qu'Albertine était chez sa tante, que je me sentais bien seule, qu'elle me ferait un immense plaisir en venant s'installer chez moi pour quelques jours, et que je ne voulais faire aucune cachotterie, que je la priais d'en avertir Albertine. Et en même temps, j'écrivais à Albertine comme si je n'avais pas encore reçu sa lettre. Mon ami, pardonnez-moi ce que vous comprendrez si bien, je déteste tant les cachotteries que j'ai voulu que vous fussiez avertis par elle et par moi. J'ai pris, à vous avoir si doucement chez moi, la mauvaise habitude de ne pas être seule. Puisque nous avons décidé que vous ne reviendriez pas, j'ai pensé que la personne qui vous remplacerait le mieux, parce que c'est elle qui me changerait le moins, qui vous rappellerait le plus, c'était André, et je lui ai demandé de venir. Pour que tout cela n'ait pas l'air trop brusque, je ne lui ai parlé que de quelques jours, mais entre nous, je pense bien que cette fois-ci, c'est une chose de toujours. Ne croyez-vous pas que j'ai raison ? Vous savez que votre petit groupe de jeunes filles de Balbec a toujours été la cellule sociale qui a exercé sur moi le plus grand prestige, auquel j'ai été le plus heureux d'être un jour agrégé. Sans doute c'est ce prestige qui se fait encore sentir. Puisque la fatalité de nos caractères et la malchance de la vie ont voulu que ma petite Albertine ne pût pas être ma femme, je crois que j'aurai tout de même une femme, moins charmante qu'elle, mais à qui des conformités plus grandes de nature permettront peut-être d'être plus heureuse avec moi, dans André. Mais après avoir fait partir cette lettre, le soupçon me vint tout à coup que, quand Albertine m'avait écrit, j'aurais été trop heureuse de revenir si vous me l'aviez écrit directement. Elle ne me l'avait dit que parce que je ne lui avais pas écrit directement et que si je l'avais fait, elle ne serait pas revenue tout de même. Qu'elle serait contente de savoir André chez moi, puis ma femme, pourvu qu'elle, Albertine, fût libre, parce qu'elle pouvait maintenant, depuis déjà 8 jours, se livrer à ses vices, détruisant les précautions de chaque heure que j'avais prises pendant plus de 6 mois à Paris, et qui se trouvait devenue inutile, puisque pendant ces 8 jours, elle avait dû faire ce que minute par minute j'avais empêché. Je me disais que probablement elle usait mal, là-bas, de sa liberté, et sans doute cette idée que je formais me semblait triste mais restait générale, ne me montrant rien de particulier. Et par le nombre indéfini des amantes possibles qu'elle me faisait supposer, ne me laissant m'arrêter à aucune,
entraînait mon esprit dans une sorte de mouvement perpétuel, non exempt de douleur, mais d'une douleur qui, par le défaut d'image concrète, était supportable. Mais elle cessa de le demeurer et devint atroce quand Saint-Loup arriva. Mais avant de dire pourquoi les paroles qu'il me dit me rendirent si malheureux, je dois relater un incident qui se place immédiatement avant sa visite, et dont le souvenir me troubla ensuite, tellement qu'il affaiblit sinon l'impression pénible que me produisit ma conversation avec lui, du moins la portée pratique de cette conversation. Cet incident consista en ceci. Brûlant d'impatience de voir Saint-Loup, je l'attendais, ce que je n'aurais pu faire si ma mère avait été là, car c'est ce qu'elle détestait le plus au monde après parler par la fenêtre, sur l'escalier, quand j'entendis les paroles suivantes. « Comment ? Vous ne savez pas faire renvoyer quelqu'un qui vous déplaît ? Ce n'est pas difficile. Vous n'avez par exemple qu'à cacher les choses qu'il faut qu'il apporte. Alors, au moment où ses patrons sont pressés, l'appellent, il ne trouve rien, il perd la tête. Ma tante vous dira, furieuse après lui, « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Quand il arrivera, en retard, tout le monde sera en fureur et il n'aura pas ce qu'il faut. Au bout de 4 ou 5 fois, vous pouvez être sûr qu'il sera renvoyé. Surtout si vous avez soin de salir en cachette ce qu'il doit apporter de propre, et 1000 autres trucs comme cela. Je restai muet de stupéfaction, car ces paroles machiavéliques et cruelles étaient prononcées par la voix de Saint-Loup. Or, je l'avais toujours considéré comme un être si bon, si pitoyable aux malheureux, que cela me faisait l'effet comme s'il récitait un rôle de Satan. Mais ce ne pouvait être en son nom qu'il parlait. Mais il faut bien que chacun gagne sa vie, dit son interlocuteur que j'aperçus alors et qui était un des valets du pied de la duchesse de Guermantes. « Qu'est-ce que ça vous fiche du moment que vous serez bien ?» répondit méchamment Saint-Loup. « Vous aurez en plus le plaisir d'avoir un souffre-douleur. Vous pouvez très bien renverser des encriers sur sa livrée au moment où il viendra servir un grand dîner, enfin ne pas lui laisser une minute de repos, qu'il finisse par préférer s'en aller. Du reste, moi, je pousserai à la roue, je dirai à ma tante que j'admire votre patience de servir avec un loulard pareil, lourdeau pareil, et aussi mal tenu. Je me montrai, Saint-Loup vint à moi, mais ma confiance en lui était ébranlée depuis que je venais de l'entendre tellement différent de ce que je le connaissais. Et je me demandais si quelqu'un qui était capable d'agir aussi cruellement envers un malheureux n'avait pas joué le rôle d'un traître vis-à-vis de moi dans sa mission auprès de Madame Bontemps. Cette réflexion s'est servie aussi, surtout, à ne pas me faire considérer son insuccès comme une preuve que je ne pouvais pas réussir une fois qu'il m'eut quitté. Mais pendant qu'il fut auprès de moi, c'était pourtant au Saint-Loup d'autrefois et surtout à l'ami qui venait de quitter Madame Bontemps que je pensais. Il me dit d'abord « Tu n'es pas content de moi, je l'ai vu par tes dépêches. Mais tu n'es pas juste, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tu trouves que j'aurais dû téléphoner davantage, mais on disait toujours que tu n'étais pas libre. » Mais où ma souffrance devint insupportable, ce fut quand il me dit « Pour commencer par où ma dernière dépêche t'a laissé, après avoir passé par une espèce de hangar, j'entrai dans la maison et au bout d'un long couloir, on me fit entrer dans un salon. À ces mots de hangar, de couloir, de salon, et avant même qu'ils eussent fini d'être prononcés, mon cœur fut bouleversé avec plus de rapidité que n'eût mis un courant électrique. Car la force qui fait le plus de fois le tour de la Terre en 1 seconde, ce n'est pas l'électricité, c'est la douleur. Comme je les répétais, renouvelant le choc à plaisir, ces mots de hangar, de couloir, de salon, qui sait ce qu'Albertine faisait quand sa tante n'était pas là? Nous nous arrêtons là ce soir pour la fin du premier chapitre d'Albertine disparue de Marcel Proust. Je souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une bonne journée à ceux qui se lèvent. À très bientôt sur Des Vies.